Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne KNF, c'est tous les jours midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite. Et pendant que j'y pense, on est aussi sur SFR. Et oui, numéro 7, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et la place au cinéma, parce qu'on adore le cinéma, on adore les productions locales. Je suis sûr que vous avez vu un film, court-métrage qui rassemblait un petit peu toutes nos stars du pays. Et oui, Missy Sadik, Admiral, Wervana, Little Espion, et j'en passe. Le réalisateur est là, avec moi, sur le plateau. Il va nous expliquer comment il a fait pour réunir toutes ces personnalités dans un seul film. J'ai l'honneur de recevoir Kitchna Kanoufé. Ben, on est là, tranquille, je suis super content d'être là. Bien installé, bien arrivé? Ouais, génial. Franchement, je suis arrivé hier et je suis super content. Je voulais faire cette émission avec toi en plus, donc je suis super content d'être là. Et ça fait au moins 4 mois qu'on a pris rendez-vous. Quand tu arrives, tu repasses et tout, compagnie. On va bien sûr parler de mauvais choix, mais déjà, première question, on va s'intéresser à toi. Comment est-ce que tu es rentré dans le milieu audiovisuel, dans l'univers des courts-métrages, des longs-métrages? Tu as commencé directement avec des films ou tu as commencé avec des documentaires, avec des clips? Comment tu as débuté? Alors, pour la petite histoire, moi j'ai vraiment commencé dans la musique. Okay. Hein. Ouais, j'ai commencé dans la musique dans les années 2000. Dans l'underground, dans la région parisienne, en faisant des mixtapes. La première mixtape, c'était Black Impact Mixtape, donc qui réunissait toujours les potes à l'époque, Admiralty, Chris, voilà, c'était les gars qui pétaient un petit peu à l'époque, Little Espion, Oncle Joe, enfin bref, voilà, c'était toujours les mêmes. Et ensuite, j'ai fait la Prémisse Mixtape. Ouais. Black Impact Mixtape, c'était en 2003. Okay. Prémisse Mixtape en 2006, et ensuite, je me suis dirigé vers l'audiovisuel avec le documentaire Dancehall Story. Mais comment tu as fait pour faire justement le pas entre la musique, le côté audio et le côté visuel, documentaire? Tu trouvais déjà que ça manquait déjà des documentaires sur l'underground et la musique urbaine? Alors moi, je vais être dans mon franc-parler, je vais te dire sincèrement, il y a déjà le milieu musical m'a un petit peu déçu pour plusieurs points. Il y a eu la chute de l'industrie musicale dans les années 2005, 6, 7, 8 par là. Exact. Donc moi en tant que producteur, même dans l'underground, on a senti la différence. Tu vois, tu fais des projets, mais tu sens que ça devient de plus en plus compliqué à vendre, à placer, à faire des choses. Et à un moment, tu te dis, mais il y a une passion, oui, mais à un moment, il faut aussi qu'il y ait un retour. Et quand ça devient trop compliqué, tu te dis, bah, laisse tomber parce que là, ça devient vraiment trop compliqué. Et puis la deuxième chose qui est compliquée, mais ça, il y a énormément de personnes qui vous le diront, c'est des fois compliqué de travailler avec les artistes. Voilà, parce qu'une compilation, il faut réunir tout un tas d'artistes dessus et des fois, ça devient vraiment compliqué. Est-ce que les artistes font leur diva? On parle franchement. Sans les descendre, bien sûr. Non, sans les descendre, mais c'est une question de personnalité. Oui, il y a certains qui sont un peu comme ça. Après chacun son truc, tu sais, mais quand tu es sur un projet, tu essaies en tout cas d'arriver à tes objectifs. Et les objectifs, c'est de réussir à mettre en musique toutes ces personnalités pour réussir à atteindre ton objectif final. Et donc c'est vrai que c'est peut-être pas évident au niveau musical. Et c'est vrai que pour le coup, à l'époque, je me disais, ce qui manque, c'est toujours d'avoir un petit peu plus de visuel, tu sais, de visuel et surtout d'apporter un peu de connaissance. Et c'est comme ça qu'à l'époque, en 2008, Dancehall Story est arrivé. Moi, je suis arrivé, je me suis dit, mais en fait, j'aimerais bien faire un documentaire sur une sorte de bible du reggae dancehall francophone, avec tous les artistes du milieu, mais les anciens, donc les pionniers, il y a Dadion, Nutty, les Metal Sound, tous ces gars-là, ça sont dedans. Et la génération intermédiaire de l'époque, qui était Chris Admiralty, qui était là, et puis la jeune génération qui, à l'époque, ils étaient encore très jeunes, c'est les Samik, Saik, voilà. Et on a réussi à réunir toutes ces personnes sur un seul documentaire qui nous explique qu'est-ce qu'un sound system, qu'est-ce que le bogle, Féfé Typical qui est exceptionnel dans le documentaire, Tyranny aussi, et on apprend énormément de choses. Et moi, quelque part, c'est une sorte de... Je voulais laisser quelque chose, voilà, tu sais, une trace. Voilà. Et c'est ce qu'il y a de bien avec le milieu artistique, voire audiovisuel, c'est que tu peux faire un projet et ensuite dire, voilà, je le laisse là, et t'inquiète pas, 10 ans après, 15 ans après, il sera encore là. Et c'est vrai que dans Dancehall Story, ben voilà, il y a des gens qui m'en parlent encore parce qu'on apprend énormément de choses dedans, dans ce documentaire. Et voilà, donc c'était déjà une envie, déjà par l'image, le visuel, de laisser quelque chose. Et depuis, je ne l'ai jamais réellement arrêté. Alors j'ai mis en pause l'audiovisuel et le cinéma pour revenir un petit peu mieux quelques années plus tard, après énormément de péripéties en tout cas. Et justement, pour celles et ceux peut-être qui n'ont jamais vu Dancehall Story, parce qu'honnêtement, c'est un super documentaire, il a super bien écrit. Il y a tous vos artistes qui vous racontent l'époque des sound systems. Est-ce qu'on peut toujours le voir? Est-ce qu'il est disponible quelque part sur Internet, sur ta page, où il faut venir te voir, commander le CD? Comment ça se passe? Non, du coup, alors j'avais une grosse réflexion puisque Dancehall Story est sorti en 2008. Et c'est vrai que dernièrement, je me disais que je pense qu'en début d'année 2022, je le mettrais sur YouTube. Je le mettrais parce que je pense que c'est important aussi de partager
avec le plus grand nombre. Et début 2022, sur la chaîne Premise Art Studio, la chaîne YouTube Premise Art Studio, vous aurez le documentaire Dancehall Story. Il sera en 3 parties, mais vous aurez la version complète, la version lourde. Ok, d'accord. Puis bon, si tu cherches une chaîne de diffusion, écoute, tu es là, on va en profiter. Ah bah écoute, on va en discuter. On en discute après. Exactement. Mais justement, avant de passer en mode court-métrage et film, je sais que vous l'attendez avec impatience, effectivement, vers les années 2006, 2007, 2008, on a senti le changement. On a senti qu'il y avait plus de donations que de réceptions au niveau de vous, producteurs. Est-ce que tu penses qu'en fait, ce qui a été mal géré, c'est la période 2000, 2001, 2002, 2003, où justement, tous nos artistes pétaient, mais ils faisaient ça tellement avec le cœur, qui n'ont pas préparé le futur. Est-ce que tu penses que c'est cette période qui a mal été gérée? Oui, je pense, mais après aussi, c'est une question de moyens. Je pense qu'il y a aussi, tu sais, dans la musique, ce qu'il y a de bien, la musique, tu as envie de chanter. Exact. Tu peux chanter. Je veux dire, il ne te faut pas grand-chose, tu vois, pour chanter. Tu as toujours un pote qui est en studio, même toi, tu peux t'organiser avec très peu de moyens, surtout avoir maintenant. ton petit ordi, surtout maintenant. Mais quand tu passes à l'audiovisuel, la réalité, c'est que tout de suite, tu rentres dans des finances un peu plus importantes. Et du coup, une caméra, alors même si tu peux prendre quelque chose d'entrée de gamme et tout, mais tu te rendras vite compte qu'en termes de coût, il faut le dire, hein, pour ceux qui connaissent un peu le milieu musical, au jour d'aujourd'hui, tu veux enregistrer un morceau en studio et qu'il soit mixé avec ton instru qu'un compositeur va te faire, on va dire pour 500, 600 euros, tu peux avoir ton morceau complet. Tu as quelqu'un qui fait de la réalisation de clips, tu vas lui dire écoute, c'est mon premier projet, si tu peux m'aider, me pousser un peu, le gars il va venir. Concrètement, tu peux venir avec un morceau masterisé et tout, plus un clip, bien géré, hein, je veux dire. Il faut négocier, hein, parce qu'il faut aussi, mais pour 1000, 1500 euros, tu peux sortir quelque chose. Dans l'audiovisuel, déjà à ce prix-là, ça, t'as pas grand-chose. Déjà, la machine coûte plus cher que 1500 euros. Déjà, la location même, des fois. La location de la caméra, le léger son qui va venir. Il faut payer la maquilleuse qui, elle, a une box qui coûte plus de 1500 euros. C'est ça. Et donc, ta journée de tournage, quand tu prends ton cadreur, ton léger son, ta maquilleuse, tu prends, eh ben, t'es déjà une journée pratiquement à plus de 1500, 2000 euros. Et donc là, ça devient très, très compliqué. Donc, ça a été, oui, peut-être ça a été mal géré, mais parce qu'aussi, il faut un petit peu plus de moyens. Et ceux qui peuvent le faire prennent le bon, je veux dire, le bon filon très tôt. Mais si ce n'est pas le cas, du coup, on est un petit peu plus au ralenti. Mais ça vient peut-être un peu tardivement, mais le plus important, c'est que ça arrive, quoi. Exact. Maintenant que vous avez eu des prix dans l'oreille, ne jugez pas les réalisateurs, les producteurs qui vous demandent une certaine somme. Ils ne vont pas vous faire ça pour 50 ou 100 euros. C'est un travail. Parce que souvent, les gens pensent que filmer, monter, c'est de l'amusement. Non, c'est un boulot. En plus, il y a beaucoup de nuits blanches. Je ne vous raconte même pas. Passons au film maintenant. Mauvais choix. C'est ton premier court-métrage? Alors, moi, tu sais, ma manière de faire, je suis très particulier. Moi, je ne suis pas... tu vas trouver sur YouTube le film Dormi des Rois. C'est un court-métrage que j'ai fait de 11 minutes. C'était vraiment un délire. En fait, moi, je peux aujourd'hui te dire, basta, et demain, j'ai envie de tourner un truc. Et moi, je suis capable de te dire, allons-y. Et en une journée, on peut se retrouver, on tourne, tu vois, c'est parti, c'est comme ça. Donc moi, je fais toujours la différence entre mes inspirations, donc ce que j'appelle mes petites inspirations. J'ai fait un film qui s'appelle Qui es-tu? Pareil, sur l'arrivée des esclaves africains et des travailleurs indiens sur l'île. C'était une inspiration, on a tourné en 2 jours. Voilà, ça s'est fait avec les bonnes personnes au bon moment. Pareil pour Dormi des Rois, où j'ai appelé des potes, machin. On l'a fait parce que voilà, j'avais envie de faire quelque chose en particulier. On l'a tourné en un jour et demi. Tu vois, et monté en 1 semaine, et après c'est sur YouTube. Après, quand j'ai des choses un peu plus construites, quand je veux vraiment travailler sur mon scénario, prendre mon temps, là ça peut prendre effectivement beaucoup plus de temps parce que je prends des mois d'écriture. Après, le temps de mettre en place, parce que la particularité c'est que je suis auteur, réalisateur, mais je suis aussi producteur. J'ai créé ma société de production, le Premise Art Studio. Et du coup, voilà, j'essaie d'être le plus complet possible dans ce que je fais. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que je suis autonome. C'est-à-dire que je prends mon projet du début et je l'emmène jusqu'à la fin. Mais c'est pas compliqué, justement, il n'y a pas ce... C'est hyper compliqué. Tu dors pas, déjà, je suis sûr que là, tu viens de dire des trucs là, vous êtes sûr que vous avez un gars qui ne dort pas. En plus, souvent, il faut être au four et au moulin, on t'appelle à chaque fois. Comment tu fais pour rester concentré sur chaque tâche que tu as à faire? Non, ouais. Il vient de réaliser. Non, ça non, mais ça, je ne veux pas vendre une soupe. Hein. Je veux te dire, c'est super compliqué. Parce qu'avoir les 3 casquettes, on ne peut pas dire que tu arrives à mettre le plus important. Je vais te dire pourquoi. Je vais te raconter mon histoire.
Quand j'ai voulu faire Mauvais Choix tout au début, on m'a dit, je me suis dit, tu sais, naïvement, hein, comme beaucoup de jeunes peut-être qui regardent l'émission, je veux faire un film, j'écris mon scénario, j'ai bien envie de le faire, j'ai envie de le tourner, j'ai envie d'avoir mon film. Comment je fais maintenant? Mais il me faut un peu d'argent parce que comme je te dis, ça coûte cher. Et là, tu essaies de savoir comment on fait pour avoir un peu de subvention, un peu d'aide. Et là, on me dit, mais Kishna, ça se passe pas comme ça. Hein. On ne donne pas de l'argent au tout venant. Tu n'arrives pas là, oui, j'arrive avec mon scénario et puis on te donne des sous. Non, il faut trouver un producteur. Et c'est le producteur qui va demander des subventions et tout. Donc, la première des choses à faire, trouve un producteur. OK, sur l'île, il y a des producteurs, tu vas trouver. Je fais le tour, j'en trouve un, j'arrive à en trouver un. Et là, le gars me dit, OK, d'accord, il lit le scénario, tout est OK, ça va se faire et tout. Écoute, envoie-moi un certain nombre de documents, on va faire les demandes de subvention. Eh bien, moi, j'habite pas ici, j'habite en région parisienne, donc je repars, je lui envoie tous les documents par mail, je suis super content. Le plus difficile est fait, trouver mon producteur. Il me dit, écoute, on va attendre le temps que ça passe en commission. La commission, c'est dans 4 mois, donc le temps qu'il y ait un retour de la commission, il faut attendre à peu près 5-6 mois, mais voilà. Ben, 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, pas de nouvelles. Donc moi, entre-temps, j'essaie de relancer, j'appelle, j'envoie des mails, ça ne répond pas. Donc j'appelle un pote, je lui dis, écoute, j'ai un problème, si tu peux aller voir telle personne parce que j'ai pas de retour. Et là, il va le voir et puis le mec commence à lui sortir, je ne sais pas trop. Concrètement, pendant 1 an, moi, je pensais que mon truc avançait, rien ne se faisait. Rien ne se faisait. Donc j'étais dégoûté. Je vais être honnête, pendant un temps, je me suis dit, bon, ben, si c'est comme ça, je laisse tomber. Voilà, j'ai mis de côté. Ça, c'était en 2014. Et puis en 2018, tu sais quoi, je me suis dit, écoute, hein, si tu n'arrives pas, c'est des crampes et tout, essaie de le faire toi-même. Essaie de le faire toi-même. Tu viens avec tes propres moyens, tu viens avec tes fonds, tu vas solliciter des personnes à droite, à gauche, tu vas solliciter des comédiens, des artistes, des gens, j'ai appelé, j'ai sollicité des entreprises, j'ai tapé partout pour essayer d'avoir un peu de moyens, pour essayer de dire, OK, j'ai envie de faire mon film, j'ai pas grand-chose, mais si tu acceptes de venir, je te donne un petit truc, c'est pas grand-chose, mais si tu acceptes, voilà, au moins on va vivre une aventure humaine parce qu'on va faire un film ensemble et voilà, et tout le monde va trouver un intérêt à la fin. Et finalement, c'est comme ça que j'ai réussi à faire le casting de Mauvais Choix, tu vois, sans grand-chose, mais avec beaucoup de bonne volonté. Je peux te dire, j'ai passé des heures au téléphone à appeler, à expliquer le projet, à faire en sorte. Et du coup, ben, quand j'ai fait tout ça, finalement, j'ai tourné le film. Je me suis dit, c'est quand même, avec tout le travail que j'ai fait en amont, ce serait quand même bête derrière d'aller chercher maintenant un producteur qui va se gaver sur le travail que j'ai réalisé pendant des années. Donc j'ai créé ma société de prod. Concrètement, j'ai créé ma société de prod et donc le film est sorti sur le Premier Star Studio. Et ce qui est important pour moi, c'est pour ça que je reviens à ta question, concrètement, c'est dur de tout faire, mais je me rends compte que quelquefois, si tu veux que ton truc avance, fais-le toi-même. Voilà, fais-le. Et le jour où il y aura quelqu'un qui voudra t'accompagner, je le dis et j'espère qu'à un moment donné, il y aura des producteurs ou des gens qui regarderont l'émission qui diront, ben, sur ton prochain film, je veux t'aider. Si je peux te donner, tiens, même c'est 100 €, 200 €, 500 000 €, si tu as de la... Ben, on va aider le cinéma parce qu'on a besoin de ça. Et ça, c'est ce qui est important, tu vois. Et moi, à un moment donné, si tu attends sur les autres, tu vois que ça ne se fait pas, fais-le. Fais-le, c'est ce que j'ai fait, j'ai fait comme j'ai pu. Et c'est pour ça que tu m'entendras toujours remercier tout le monde parce que le casting, l'équipe technique, toutes les personnes, la famille, les proches, tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux que j'ai dans le cœur, parce que franchement, c'est des choses comme ça où tu te dis, mais qui sont venus et qui ont permis que ce film se réalise et soit produit, c'est parce que tout le monde à un moment est venu et a donné un coup de main, tu vois. Et ça, c'est super important. Ça veut dire que quand on se met ensemble aussi, on arrive à faire des choses super intéressantes, des choses géniales, quoi, tu vois. Waouh, les gars, ils viennent vous donner au moins 3 trucs, c'est lourd. Déjà, premier conseil aux jeunes, si vous voulez embrasser ce métier, vous allez galérer. Forcément, les aides ne viennent pas toutes seules, l'argent ne tombe pas du ciel, il faut tout faire tout seul. Ensuite, à force de détermination, il a réussi à faire son film. Et enfin, si tu n'arrives pas, si l'aide ne vient pas, fais-le tout seul. C'est extraordinaire et surtout, n'hésitez pas à demander, puisqu'au final, les artistes, ils n'ont pas bégayé pour venir. Ils ont tous dit oui du premier coup? Oui, parce que, alors bon, il y a eu des refus, hein. Il y a eu des refus, il y a eu... Écoute, le nombre déjà de têtes qu'on voit là, on se demande bien qui a refusé. Mais on ne veut même pas savoir. Mais les artistes qui sont là, je dirais pas. Après, il y a eu des négociations avec certains, d'autres n'ont pas vu forcément l'intérêt, d'autres, tu sais, c'est comme dans tout. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que les personnes qui ont accepté, en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une vraie volonté en Guadeloupe. Et je pense que, je le dis sincèrement, et je le pense sincèrement, on a un vrai tournant artistique actuellement aux Antilles. Je pense que
là, le cinéma est en train de prendre un petit tournant. L'audiovisuel, et ça se voit avec les petites réalisations, les productions, les réalisateurs sur l'île comme Yarma, comme Marca, Mengari Rouya. Voilà, on sent que ça prend. Il y a des choses qui sortent, il y a des nouveaux réalisateurs qui poussent avec Julien Sidoré, Julien Dalle, avec voilà, toutes ces personnes qui produisent, qui réalisent maintenant, qui viennent avec des idées. Et ça prend du temps, ça demande de l'argent, mais on sent qu'il y a quelque chose. Et c'est vrai que comme moi je suis venu et proposer le film aux différents artistes, aux personnes, déjà, ce que j'ai en tout cas pu retenir là-dedans, c'est qu'on aimerait faire du cinéma, mais on n'a pas suffisamment de projets. C'est une aventure que j'ai jamais fait, donc j'aimerais bien connaître et participer. Oui, parce que ça manque. Ça manque, il faut le dire. Hein, l'industrie cinématographique n'est pas très développée. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a énormément de personnes qui veulent en faire, mais qu'il n'y a pas suffisamment de production, il n'y a pas suffisamment de réalisation, il n'y a pas suffisamment de projets qui se font sur l'île. Et ça, je le fais encore maintenant parce que même en ce moment, je suis en train de travailler sur une petite inspiration que j'ai, que j'espère pouvoir sortir en début d'année. Ah ben c'est pareil, tu vois. Là, tu me regardes, tu vois, on discute, tu me dis, mais je te dis de venir demain, tu viens. Je viens. S'il n'y a pas de barrage, je viens. Mais tu vois, mais c'est ça, c'est parce qu'il y a plein de gens qui veulent en faire, mais il faut amener les projets, tu vois, il faut qu'il y ait des projets. Et moi, j'ai des projets, et donc je pense que la connexion se fait souvent très rapidement avec les personnes qui ont envie, et ça, c'est génial pour moi. Alors, on voit un double écran justement, et là, vous voyez vraiment toutes les têtes d'affiche, on voit Mauvais Choix. Déjà, est-ce que tu peux nous résumer rapidement Mauvais Choix? Mauvais Choix, c'est l'histoire d'un jeune Vincent, qui est campé par Werovana dans le film, qui perd son emploi. Et suite à la perte de cet emploi, il est un peu en galère. Concrètement, il est en galère financièrement, il a des crédits, il a des dettes, il est endetté. Et du coup, il faut qu'il trouve le moyen de subvenir à ses besoins. Et là, on lui fait une proposition. Tu as Fast, un gars du quartier qui vient me voir, qui est Pascal Moesta, et qui lui propose de faire un cambriolage sans savoir qu'ils allaient cambrioler la villa du plus grand et dangereux boss trafiquant de drogue de l'île. Et à partir joué par Monsieur Sadik. Et alors ça, les gars, il faut voir ça. Voilà. Et à partir de là, ça part en vrille totale. Et moi, je suis content, je suis satisfait parce que entre le casting, l'histoire, l'équipe technique, je trouve que on a réussi à faire, je le dis à ma manière, hein, un blockbuster antillais, à notre manière, tu vois, sans blockbuster, pas par les moyens financiers parce qu'il n'y avait pas, mais par le casting, par l'équipe, par toutes ces personnes qui se sont réunies. Je crois que c'est peut-être l'une des premières fois qu'on arrive à faire un projet comme ça. Et moi, j'en suis super fier. J'en suis super fier parce qu'on est parti de rien, je suis parti de rien du tout. Et arriver à faire ça, c'est une vraie fierté pour moi en tout cas. Il t'a fallu combien de temps pour écrire le scénario? C'est très parlant parce qu'effectivement, ce mauvais choix, ce sont des choses qui arrivent énormément dans nos îles. C'est facile souvent d'aller sur le mauvais chemin. Tu as mis combien de temps à écrire ce scénario? Alors moi, de manière générale, je suis sur mes scénarios entre 4 et 6 mois. 4 et 6 mois, mais en fait, tu sais, c'est une question d'inspiration. Je peux écrire et des fois, je me rends compte que je peux commencer à écrire à 22h, 23h et je termine à 4h du matin. De nuit, j'aime bien ça, les heures de nuit. Souvent de nuit. L'inspiration vient de la nuit. C'est plus calme, c'est posé, puis je suis à l'aise. Et en fait, tu as des soirs où tu peux être dans... Tu ne trouves pas le truc, tu vois, tu n'es pas dedans, il ne t'arrive pas. Et puis, il y a des soirs où tu manges et tu te dis limite... Il ne faut pas t'arrêter parce que tant que ça vient, il faut y aller et ne pas lâcher. On ne sait pas quand est-ce que ça va revenir, voilà, c'est vrai ça. Et du coup, tu enchaînes parce que sinon, tu peux revenir le lendemain et puis tu te sens que tu n'arrives plus, tu n'es plus dans le même mood. Donc tant que ça arrive, tu envoies et des fois ça fait des nuits blanches. Et puis quelquefois tu vas écrire, tu vas attendre 2 semaines parce que des fois tu as besoin de laisser dormir aussi un petit peu le scénario. Tu vas revenir dessus. Et en fait voilà, c'est un vrai travail de construction, mais il faut prendre son temps. Et quelquefois tu peux l'écrire en 6 mois. Et puis 1 an après, tu as une idée comme ça qui te vient et tu la rajoutes cette idée au scénario parce que tu sens que c'est quelque chose qui peut améliorer le truc. Et c'est pour ça qu'un scénario, même le jour du tournage, tu peux avoir une idée, tu te dis ah ouais mais ça peut donner un plus. Et quelquefois sur le tournage, tu modifies un truc ou tu ajoutes quelque chose. Hein. Donc ça arrive régulièrement. Et tu as mis combien de temps à tourner justement Mauvais Choix? Je crois que ça allait très vite. Ça a été très vite. Alors, j'ai bombardé avec l'équipe, honnêtement. Mais c'était quoi? C'était du one-shot? Il n'y avait pas de « Oh, vous êtes trompé, c'est pas grave ». Si, il fallait reprendre. Hein. Quand c'est pas bon, on reprend. Mais par contre, j'avoue, il faudrait plus parler avec l'équipe pour voir ce qu'elle en pense. Mais sur les journées, j'étais au taquet. C'est-à-dire qu'on commençait le matin vers 8h30, on terminait généralement vers 17h30. Wow. Mais on prenait peut-être 1 heure de pause pour le midi manger et vraiment, on envoyait
travaillait, parce que l'idée pour moi, c'était vraiment, n'ayant pas un gros budget, on était réduit au niveau du temps, on a tourné en 10 jours. Voilà. En 10 jours? Ouais, en 10 Et jours. les amis, en 10 jours, non vraiment, si vous n'avez pas encore vu le film, allez le voir. Top. Et est-ce que tu as d'autres projets déjà en réalisation, sachant que tu nous as dit tout à l'heure que ça fulmine à l'intérieur, et surtout au niveau des thèmes. On se rend compte aussi qu'on est très urbain, c'est vrai que ça nous parle beaucoup, les histoires comme ça. Est-ce que tu vas quels sont les thèmes que tu comptes aborder dans le futur? Écoute, moi je me suis dit, je me donne 3 objectifs d'un point de vue cinématographique. Le premier, c'était un mauvais choix parce que c'est un premier plutôt moins d'envergure qui était important pour moi, d'accord, de traiter un certain nombre de thématiques. Il y a des thématiques urbaines, mais ce sont des problèmes de société. Parce que finalement, il y a le chômage, il y a l'éducation dans le film parce qu'avec les mauvaises fréquentations, il y a la violence. Voilà, toutes ces thématiques que l'on retrouve finalement sur notre île, dans nos départements d'outre-mer, on les retrouve dans ce film. Et derrière, pour moi, je vais te dire honnêtement, ne m'attendez pas dans un truc. Ne m'attends pas dans un truc. Là où tu vas m'attendre, je viendrai dans un autre. Parce que Telenovela. Non mais tu verras sur le prochain projet que je souhaite éventuellement tourner l'année prochaine, parce que je suis déjà en pré-production sur le prochain projet. D'accord. C'est vraiment de venir avec quelque chose de... Je ne peux pas en parler tout de suite là, mais t'inquiète pas. T'as raison. On va garder tranquillement. Mais de toute façon, je pense que je vais devoir communiquer d'ici début d'année dessus, mais en tout cas sur ce que je prévois de faire, pour moi en tout cas c'est du jamais fait et j'espère vraiment pouvoir aboutir sur ce projet-là. Sinon, comme je te dis, en termes d'inspiration, là je suis sur une web-série, une mini-web-série. Ok. Voilà, on a tourné déjà les 3 premiers épisodes. C'est une exclusivité ce que je te dis là parce que j'en ai parlé à personne pour l'instant. Et donc du coup, ça se tourne en région parisienne, avec un casting essentiellement antillais. Et je me suis fait plaisir. Concrètement, je me suis fait plaisir. Je ne me suis pas mis de limite, de timing, de trucs. C'est-à-dire que pour l'instant, les 2 premiers épisodes font chacun 8 minutes. Tu vois. On ne sera pas sur une longue saison. On sera peut-être sur 4 épisodes sur la première saison. Mais en tout cas, c'est vraiment, je me suis fait plaisir. Je me suis lâché. Là, j'ai écrit, j'avais la caméra, donc j'étais cadreur et je fais le montage. Donc, je me fais plaisir. C'était vraiment, voilà, c'est le truc où, comme je te dis, moi, je différencie entre des vrais gros tournages où on va partir sur des choses beaucoup plus construites. Et quand je me fais plaisir, voilà, je me fais plaisir, j'ai ma caméra, j'ai mes comédiens, j'ai mon truc et voilà, c'est parti, tu vois. Excellent, donc restez connectés, vous connaissez le principe, à la fin de l'émission, on va vous donner toutes les adresses sur les réseaux, vous pourrez le suivre, lui poser des questions ou même envoyer vos CV, on ne sait jamais d'ailleurs. Avec tous les artistes chanteurs qu'il y avait là, il y a forcément, je sais pas, un CD avec une bande son pour du film, parce qu'il y a quand même Drexy, si je ne me trompe pas, qui était aussi là, il y a Admiral, donc il y a Weirvana, il y a Little Espion, je crois qu'il y a La Rose aussi. Il n'y a pas, je sais pas, une BO de ce film qu'on peut avoir quelque part, non? Alors la bande originale, c'est du film Mauvais Choix, c'est le titre Mauvais Choix. Le titre est sur YouTube, d'accord? Mais il n'y a pas de clip, on n'a pas pu clipper. Parce qu'on a été contraint aussi par le Covid. Tu sais, à un moment, on a été vraiment, c'était trop compliqué. Franchement, je suis un passionné, mais c'était une sale période. Et je pense que de manière générale, pour tous les artistes, on a une sale période où on n'a pas pu clipper au moment où ça devait se faire. Et puis après, finalement, ça ne s'est pas fait. Au bout d'un moment, on s'est dit, bon, tant pis. C'est que ça ne devait pas se faire. On n'a pas pu caler quelque chose là-dessus. Mais après, voilà, oui, en tout cas, le morceau, il est génial. Bon, ce que je regrette, c'est que les radios n'ont pas joué le jeu. Voilà, je le dis. Après, certaines radios n'ont pas voulu jouer le jeu parce que il y a un très beau message dans le titre de Monsieur Sadik. Je vous invite à aller l'écouter, un mauvais choix de Monsieur Sadik sur YouTube. Très beau message, mais bon, les radios, peut-être que c'est pas assez dance, c'est pas assez... le public va décider. On vous dit Monsieur Sadik, mauvais choix sur YouTube, et vous faites tourner comme jamais. Exactement. Vous allez décider, vous allez faire monter le son. Exactement. Vous verrez après, ça va passer partout. Tout à fait. Et donc voilà, donc moi je suis très satisfait, c'est une production de Mr. Frankie. Qu'on connaît en plus, boss. Avec la participation de Debs, de Studio Debs. Et puis voilà, donc super content parce que c'était une belle collaboration avec un morceau pour moi qui me plaît énormément, avec un très beau message pour la jeunesse.
Et voilà. Et voilà, donc le film, il a sa bande originale, il a sa bande annonce. Il n'attend que vous, et il sera en diffusion bientôt sur des télés, que je ne peux pas nommer ici, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc vous allez savoir très vite de quelle télé je parle. Justement, je demande souvent aux chanteurs quelles ont été justement tes influences quand tu étais petit. Là, c'est un petit peu la même chose en tant que réalisateur, producteur. Quels sont les réalisateurs, les producteurs que tu suivais ou que tu suis toujours, les acteurs que tu kiffes? Moi, alors pour ceux qui verront Mauvais Choix, d'ailleurs, regardez aussi Dominique Deroy sur YouTube. Vous verrez. Alors c'est une inspiration. Hein. Dominique Deroy, comme je dis, je me suis dit, j'aimerais faire quelque chose, un peu à l'ancienne, tu sais, en noir et blanc, avec les pancartes, tu sais, comme qui expliquait, donc et partir sur un truc. Souvent on me dit, je ne m'attendais pas à cette fin. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit aussi pour Mauvais Choix. Okay. Je pense que du coup, les gens qui commencent un peu à connaître mon univers voient un peu comment je fonctionne un peu. Et du coup, moi, dans mes inspirations en tout cas, je sais que les films qui m'ont les plus marqué en tout cas, ce sont forcément des films qui ne se terminent pas forcément bien. Voilà, c'est les happy end. Ouais, il n'aime pas les happy end. Ouais, les happy end. Faut buter le héros à la fin. C'est sympa, non, mais pas forcément les héros, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y ait un mort. Un mort important, il faut que vous sortiez de la salle en train de pleurer. Mais tu sais, je te dis un truc. Moi, par exemple, mon top 1 des films, c'est La Ligne Verte. Tu vois, un film comme La Ligne Verte, qui est un chef-d'œuvre du cinéma pour moi. Ben, à la fin, limite, tout le monde chiale parce que ce qui se passe, c'est horrible. Et en même temps, c'est ce qui fait aussi que ça m'a marqué. Tu vois, tu prends Titanic qui a été l'un des plus grands succès mondiaux. Ben, si Jacques survit, c'est plus drôle. C'est plus la même fin. Non, mais et ça marque pas autant parce qu'à l'époque, quand c'était sorti, je me rappelle, j'ai été le voir au Rex ici. Tout le monde sortait de la salle en train de pleurer. Il y avait de la place sur la planche. C'est une réalité. C'est comme ça qu'un film te marque parce qu'il y a aussi quelque chose de fort. Et moi, je pense que le cinéma, on doit vraiment jouer sur les sentiments, des sentiments forts. Et quand tu arrives à justement avoir ce truc qui te prend, eh ben, tu te rappelles du film. Et quand tu te rappelles du film, c'est que ça a marché. Ça veut dire que tu as touché les gens et ça veut dire qu'à un moment donné, ton film, il ne va pas juste être là. Moi, ce que je déteste, c'est quand tu regardes un film et puis 3 mois après, je me sens que je l'ai déjà vu. Ouais, voilà, exact. Je sais pas, mais je suis sûr que vous connaissez ça. Ouais. Mais parce que le film t'a pas marqué. Non. Je me rappelle, je crois que je l'ai vu, ça me dit quelque chose, mais tu n'arrives pas à te souvenir du scénario, des acteurs. C'est vrai. Et pourtant, tu le dis, mais je crois que je l'ai déjà vu, hein, ça me dit quelque chose. Oui, tu l'as déjà vu, mais en fait, tu t'en rappelles même pas. Donc, du coup, c'est dommage d'être dans ce genre de. Donc, moi, je suis vraiment dans ces films où, à la fin, il te reste quelque chose de fort. Et puis, mes inspirations, en fait, j'ai 2 réalisateurs que j'aime beaucoup. C'est Christopher Nolan et Quentin Tarantino. Ok. Voilà, Christopher Nolan, parce que il y a les films qu'il arrive à faire, je trouve, comme Inception, comme même quelque chose de léger, comme par exemple Batman, tu sais, le Batman The Dark Knight. Franchement, j'ai pas encore vu le dernier, mais pour moi, cette trilogie, c'est la meilleure. Voilà. C'est quelqu'un, et même Tenet qui a eu quelques critiques, je trouve qu'il arrive à amener quelque chose, notamment dans tout ce qui est une réflexion. Voilà, Inception, à la fin, tout le monde se demande, mais alors, c'est vrai ou c'est faux? Il est dans le rêve ou il est dans la réalité? Exactement. Et du coup, tu restes avec ça, avec cette émotion où tu ne sais pas. Et donc, c'est ce qui m'intéresse là-dedans. Et puis, Quentin Tarantino, c'est par sa narration. Quentin Tarantino, ça part dans tous les sens. Pulp Fiction, Django. Tu te dis, mais en fait, ça. Et là, tu regardes le film, mais tu prends plaisir parce qu'il se passe toujours quelque chose. Tu vois ce que je veux te dire? Tu es toujours dans l'action, dans le truc, dans la réaction. Et ça, tu vois, quand tu es dans des narrations comme ça, et je m'en inspire. Si tu regardes bien Mauvais Choix, ben, ça monte en pression, ça redescend, ça remonte en pression. Et en fait, à un moment, ça devient un peu anxiogène, notamment la première scène de la transaction, par exemple, avec Specta et M. Sadiq, près du moulin. Et puis quand ça remonte après à l'intérieur du moulin, quand il y a Ravana. Et en fait, Ravana qui se fait malmener. Celle-là, elle est bien celle-là. On essaie de, tu vois, ce côté où il se passe toujours un truc, c'est ce qui m'intéresse. Et même quand on s'y attend pas, notamment la fin, boum, oh non. Et puis et ça se termine sur un. Et c'est ça, moi j'adore. Voilà. Excellent. La parole de passionné, Kishta, mesdames et messieurs. En tout cas, n'hésitez pas déjà à aller voir Dancehall Story pour tous les fans de reggae dancehall et de sound system à l'ancienne. Ça, c'est un documentaire, c'est un chef-d'œuvre. Ensuite, Dominique Deroy. Si je ne me trompe pas, sur YouTube, encore une fois. Et puis bien sûr, Mauvais Choix, on vient tout juste de vous en parler. En tout cas, si vous voulez connaître le personnage plus en profondeur, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, adresse mail, WhatsApp? Sait-on jamais? Vas-y, donne-nous tout de toute façon.
Tu connais le principe, ça va s'afficher juste ici. Voilà, il a mis effectivement, sur Facebook, Kishna.officiel. Mais je suis surtout actif sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Kishna officiel et Prémissar Studio. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que souvent, on dit que le cinéma entier n'existe pas. On dit que le cinéma entier, enfin voilà, il manque quelque chose. Ouais. Moi, je vois des interviews où les réalisateurs disent oui, mais il n'y a pas une vraie industrie, ce qui n'est pas faux. Ouais. Si vous voulez une industrie, si vous voulez que ça se développe, si vous voulez vraiment qu'il y ait plus, soutenez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Parce que c'est maintenant, les codes ont changé, ça fonctionne aussi comme ça. Et plus tu as d'abonnés, tu as de followers, plus tu as de chances d'aller démarcher une entreprise, une société, un partenaire qui te prendra avec beaucoup plus de considération parce qu'il verra que tu draines du monde derrière. Exact. Et si tu n'as personne, c'est toujours plus compliqué. Parce que quelquefois, je donne un exemple simple de spectacle, le faire venir sur le tournage. J'essaie de négocier des billets d'avion, non, du coup tu paies, mais quand tu sais que tu peux dire à une compagnie aérienne, écoutez, si vous me permettez, en échange, on peut trouver, je peux vous faire, c'est déjà autre chose. Exact. Je peux vous faire un peu de pub sur mes réseaux parce que j'ai du monde et que on peut déjà négocier différemment. Et ça, les gens doivent l'entendre. Vous voulez du cinéma, soutenez-nous. Allez sur les réseaux, ça ne coûte rien. C'est gratuit de vous abonner. Abonnez-vous, likez, partagez. Parce que c'est ça aussi, si vous voulez des projets, nous, on peut vous apporter des projets, mais pour qu'il y en ait plus, pour qu'il y ait d'autres et que ça donne envie. Je te parle du milieu musical. Vite fait, vas-y. Quand on a commencé, moi, dans le milieu musical, ça se joue avec rien. Ouais. Admiral, c'est un pote, j'allais le voir chez lui, il avait son petit truc où il enregistrait avec le micro, avec DJ Jerry à côté de son frère, et c'était simple. Ouais. Samix, j'ai vu comment il a commencé, il avait son petit ordi dans sa chambre, il s'asseyait avec son micro, exact. Et il chantait juste. Et le mec, il faut commencer, tu vois. Et pour commencer, il faut aussi que derrière, on sente qu'il y a un engouement qui puisse se faire. Et si ça ne se fait pas, c'est toujours plus compliqué parce que du coup, pour démarcher derrière, c'est dur. Donc, ceux qui essaient, comme nous, comme moi, comme d'autres réalisateurs, comme d'autres productions, poussez-les, parce que si vous voulez des films, si vous voulez des séries, tout le monde aime Netflix, tout le monde aime des trucs et tout, mais si vous voulez un moment que nos productions arrivent à ce stade-là, ça y est, à ce niveau-là, il faut nous aider aussi, il faut pousser, il faut nous... Voilà. Et on vous le rendra bien, on vous le rendra, on vous apportera des choses. Tu vois, moi je te dis, je suis déjà sur un autre projet, il y a une web série, oui, mais à un moment donné, si vous ne poussez pas les trucs, ça sera toujours plus compliqué. Il a tout dit, vraiment, soutenez vos artistes, vos producteurs, vos réalisateurs pour qu'ils puissent aller plus loin parce que honnêtement, avec rien, ils vous donnent déjà ça. Imaginez si vous les encouragez. Imaginez un petit peu. Hollywood in Guadeloupe. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Dès que tu repasses en Guadeloupe et que tu as la web série qui est sortie, tu viens nous en parler parce qu'on peut rester des heures à parler avec toi. Franchement, les passionnés comme lui, n'hésitez pas encore une fois à le suivre, à suivre ses projets, bien sûr, à l'encourager et à partager un petit like, à lui proposer des collaborations. C'est super intéressant. Merci encore une fois de nous avoir expliqué un petit peu le milieu audiovisuel et cinématographique ici aux Antilles. On sait que c'est compliqué. Je pense d'ailleurs que Bruno, il était comme ça derrière son ordi. Oui. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Merci. Et surtout, tous, à mauvais choix. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après la pub. À tout de suite.